On va passer au chapitre 12 où enfin Monsieur Smough va arriver. Alors, la descente de Bilbo dans la montagne à la recherche du repère justement du dragon, pardon. On reprend. La descente de Bilbo à la recherche du repère du dragon, c'est un moment crucial dans sa vie. Il va mettre son anneau, il va ramper sans bruit, en bas, dans l'obscurité, et puis bientôt il est non seulement coupé de ses amis, mais aussi hors de la portée de la lumière du jour. Tout signe de la porte derrière lui avait disparu, il était complètement seul. Seul dans l'obscurité. Et Bilbo se retrouve un petit peu dans une situation similaire à deux autres tournants de sa carrière. La première fois, rappelez-vous, il se réveille de son inconscience et se retrouve dans le tunnel de la grotte des gobelins, des orques là, juste avant sa rencontre avec Gollum. Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il se réveille dans la forêt noire et qu'il découvre l'araignée qui l'enveloppe de ses pattes. Et coucou Tignac, F5. Exactement. Et maintenant, une fois de plus, pour la troisième fois, Bilbo est seul dans l'obscurité la plus totale, sans amis, sans aide, et face à un ennemi bien plus mortel. En fait, ces trois tournants pris ensemble, ça forme une sorte de schéma. On observe par exemple une escalade progressive du danger, mais aussi du désespoir. D'abord perdu dans les montagnes, dans les tunnels inconnus peuplés d'orques, il doit échapper seul à Gollum, qui est furieux à ce moment-là. Puis il est perdu dans les ténèbres, encore plus impénétrables, de la forêt, où il doit échapper à des grosses araignées. Mais il doit en plus trouver leurs repères et les attaquer pour sauver ses amis. Et puis là, la troisième fois, on est sur le fait qu'ils doivent envahir seul le repère d'un énorme dragon cracheur de feu qui a détruit des royaumes entiers à lui tout seul. Heureusement, c'est le dernier tournant final. C'est vraiment c'est le tournant final de Bilbo. Il aura pas pire après. Heureusement, c'est le dernier. Mais il y a vraiment une escalade là chez lui, du danger et du désespoir. En fait, là, il faut également noter que Bilbo, il s'est aussi plus investi dans ses tournants. Il y a une intensité chez lui qui est croissante. En fait, au début aussi, on lui demande peu. Sa décision d'avancer seul, c'est un moment crucial, oui, mais en fait, ses options, elles sont relativement limitées. Dans le deuxième tournant, donc dans la forêt, non seulement il fait preuve de présence d'esprit pour se sauver d'une attaque immédiate, mais en plus il se met en danger pour sauver ses amis du repère des araignées. Et puis là, en fait, pour la troisième fois, il tourne le dos à ses amis et au monde de la lumière pour s'enfoncer dans les ténèbres, pour aller affronter ce dragon. Le narrateur insiste fortement sur le choix de Bilbo, en soulignant que continuer à partir de là fut la chose la plus courageuse qu'il n'ait jamais faite. Et le narrateur ajoute, les événements extraordinaires qui se produisirent ensuite n'étaient rien en comparaison. Il livra seul la véritable bataille dans le tunnel. Bilbo a franchi la dernière étape. Et cependant, même dans ce dernier instant d'engagement dans sa vie, plutôt du côté Tolkien, le côté aventureux, on constate en fait que on a toujours son côté Saké qui est là, son côté avec cette pensée typique. En fait, Bilbo n'est plus aussi froidement acclimaté à sa vie de grandes aventures. En fait, là, ses pensées se concentrent plutôt sur la stupidité et sur l'inutilité de son acte courageux qu'il est en train d'accomplir. Il dit par exemple « Je n'ai absolument aucune utilité pour les trésors gardés par les dragons. » Voilà, à quoi ça sert que je ramène les trucs? Et tout cela pourrait rester ici pour toujours. Si seulement je pouvais me réveiller et découvrir que ce tunnel infernal n'était en fait que mon propre vestibule.
En fait, alors même que Bilbo avance de plus en plus et accomplit l'acte le plus courageux et le plus aventureux de toute sa vie, il confirme et il affirme aussi ses valeurs de saquet de Bessac. Son propre vestibule, mais aussi les trésors qui se trouvent au bout, sa bouilloire, son fauteuil, son confort, son garde-manger, lui sont plus précieux que les énormes tas d'or et les bijoux qui gisent sous un dragon ou sombre au fin fond du tunnel, quoi. Là, il a peut-être franchi le dernier tournant de sa carrière, mais en fait, Bilbo reste toujours très saquet. Très Bessac. Alors, ce n'est pas tellement que Bilbo n'a pas changé, en fait. On sait qu'il a évolué. On l'a bien vu tout au long de tout ça. Mais en fait, là, on nous invite à prendre conscience du chemin parcouru par Bilbo. En fait, lorsque la porte secrète va s'ouvrir, Thorin va prononcer un discours impressionnant, dans un grand style, si vous voulez, un style très pompeux, des occasions importantes, expliquant qu'il est temps pour Bilbo de mériter sa récompense. Et ça rappelle en fait le premier discours impressionnant que Thorin avait donné au chapitre 1 à Cul-de-sac, un moment solennel où il s'apprêtait à partir. Et à cette occasion, Bilbo, il avait interrompu Thorin en s'effondrant sur le sol et en hurlant de peur, quoi. La simple évocation du fait qu'il ne pourrait jamais revenir du voyage, ça l'avait terrorisé et mis dans une crise de nerfs. Et là, finalement, dans le discours qu'on a au chapitre 12, le danger qui est évoqué par Thorin est bien plus immédiat et concret. Il annonce qu'il est temps pour Bilbo d'aller dans le couloir et d'affronter seul le dragon. Et cette fois, la réponse de Bilbo, l'expérimenté, c'est pas de l'irritation, de l'impatience. En fait, c'est que de l'irritation, pardon, et de l'impatience. En fait, il parodie. En plus, c'est comme s'il se moquait de Thorin, avec son « Oh, Thorin, fils de Thrain et cul de chêne, puisse ta barbe pousser toujours plus ?» En fait, il est complètement irrité du ton employé par Thorin. Comme si, en fait, ça revenait au contrat initial qui les liait. Comme si ce qu'ils avaient vécu ne comptait finalement plus. Mais en même temps, c'est comme si Bilbo était impatient de commencer. Il dit, même d'une manière hyper désinvolte, « Je crois que je vais aller jeter un coup d'œil tout de suite et en finir. » Bonne nuit, Rabière. Courage. Repose ta main. En fait, Bilbo lui-même réfléchit au changement qu'il a subi depuis le départ de chez lui. Il note, d'ailleurs, j'ai peut-être commencé à faire davantage confiance à ma chance qu'autrefois. Et le narrateur, qui en rate pas une, rajoute, il parlait du printemps dernier avant de quitter sa propre maison, mais cela semblait remonter à des siècles. Et bien que le temps écoulé soit bref, l'ampleur du changement chez Bilbo paraît quand même long. Et alors que Bilbo s'engage dans un tunnel ici secret, le narrateur nous invite à nous remémorer justement du passé. Il nous dit... Il était déjà un hobbit bien différent de celui qui s'était enfoui de cul-de-sac sans mouchoir il y a bien longtemps. Et là, vraiment, le fait de se rappeler du mouchoir, c'est nous inviter à placer deux images à côté l'une de l'autre. Celle d'un Bilbo qui était troublé, complètement pris au dépourvu, courant aussi vite que ses pattes velues le pouvaient sur le chemin pour rejoindre les nains pour le début du voyage. Et puis finalement, là, la seconde, l'autre image, c'est celle d'un Bilbo tremblant de peur, mais son petit visage figé et sombre, alors qu'il se glisse dans le repère de Smaug. Là, on a deux images contrastées. On peut voir que Bilbo a changé. Toute la relation de Bilbo à son aventure a changé. Ce n'est plus seulement quelque chose qui lui arrive. La première fois, on nous dit en fait que jusqu'à la fin de ses jours, Bilbo ne se souviendra jamais comment il s'était retrouvé dehors, à courir sur le chemin. En fait, il est entraîné, impuissant sur la route, passif, là. Et puis au chapitre 12, c'est sa propre décision. Il a accepté son rôle, sachant pertinemment tout ce que ça impliquait.
et il marche délibérément vers un dragon qu'il sait gisant à quelques pas de lui. On peut également observer ici un changement dans la vision de Bilbo sur la vie. Ce qui le trouble au début du chapitre 2 n'est pas tant le fait de partir en voyage que de se priver du confort et des commodités qui étaient essentielles pour lui, comme l'argent ou le mouchoir. Maintenant, en fait, dans le tunnel qui mène au repère de Smaug, le narrateur dit que notre cambrioleur, il est déterminé, posé et professionnel. Et n'avait pas eu de mouchoir de poche depuis des lustres. Et pourtant, il survit. Le mouchoir, c'est bien sûr un symbole de plein de choses. Hein. De même que l'expérience de la faim a changé aussi son regard sur la nourriture, son attitude envers la paix, le confort de sa vie d'autrefois. En fait, tout ça a été modifié, mais ça n'a pas été inversé. On entend encore Bilbo qui va grommeler à propos de l'aventure dans laquelle il se trouve. Hein. Il lui dit « T'as mis les pieds dans le plat ce soir-là et maintenant tu dois te relever et payer. » Et pourtant, en fait, ces mots, ça témoigne d'un choix d'action, d'une volonté qui est plutôt résolue de mener son aventure à son terme, en fait, pour ensuite rentrer dans son monde tranquille de Bessac avec une toute nouvelle appréciation. C'est le dernier tournant de Bilbo qui le conduit vers le mélange ultime des deux facettes de sa personnalité, son côté Touk et son côté Bessac, son côté poète et son côté prose. Celui qui lui donne, enfin, c'est ce mélange qui lui confère la force ainsi que les fondations solides et nécessaires à tous les remarquables accomplissements qu'il va pouvoir faire. Et bonsoir Chestnut. En fait, Bilbo se sent même un petit peu trop à l'aise avec son identité d'aventurier une fois passé son dernier tournant. Et ça nécessite une correction assez importante avant de retrouver un équilibre. Pendant un moment, sa nouvelle confiance en lui le laisse un peu... va vraiment prendre le dessus, quoi. Il se laisse emporter. Il propose d'aller rendre visite à Smaug une seconde fois. Et lorsqu'il approche du repère du dragon, on nous dit qu'il était enclin à se sentir un peu fier de lui en approchant de la porte inférieure. En fait, Bilbo semble se laisser croire qu'il est un cambrioleur trop puissant pour que même Smaug puisse le gérer, quoi. Et lorsque Bilbo va commencer à se révéler à Smaug et révéler qui il est, il s'invente des noms énigmatiques. Hein. Je vais prendre le passage, parce que c'est assez drôle ce passage-là, où il lui parle. Il va lui dire plein de choses. Attendez, j'essaye... Voilà. Il lui dit... Bien sûr, je viens de sous la colline, et ma route conduit sous les collines et sur la colline, et même dans les airs, je suis celui qui marche sans être vu. Je suis le donneur de réponses, le pourfendeur de toiles, la mouche qui darde, je forme le numéro chanceux. Je suis celui qui noie ses amis et qui les fait ressurgir vivants des eaux. Je viens d'un cul-de-sac, mais aucun sac n'est passé sur ma tête. Je suis l'ami des ours et l'invité des aigles. Je suis le gagnant de l'anneau et le porteur de chance. Je suis l'enfourcheur de tonneaux. Plein de surnoms, quoi. En fait, grâce à ça, on comprend mieux comment il s'imagine à ce moment-là. Comme je viens de le lire, au début, il commence par des allusions indirectes à la géographie et au voyage. Hein. Je suis dessous la colline et sous la colline, par-dessus les collines, etc. quoi. Puis après, il y a une dimension un petit peu plus héroïque et mystérieuse. Je suis celui qui marche sans être vu. Puis en fait, c'est comme s'il inventait aussi qu'il était une créature magique parce qu'il est capable de se rendre invisible. Tout ça, ça semble vrai pour Smaug. Son autodescription magique semble crédible pour Smaug. Puis Bilbo va faire les différents... les autres noms comme voilà, la mouche qui darde, celui qui coupe les toiles, le numéro chanceux. Voilà, ces titres-là
tout est lié à la forêt noire, avec la mouche qui darde et le coupe-toile, ça c'est évident. En fait, c'est pas juste la forêt noire, mais ça nous rappelle aussi le statut. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Bilbo qui était cette mouche enquiquineuse là, qui avec son épée pour les araignées, et c'est totalement ça. En fait, c'est cette mouche qui est un peu provocatrice et là mortelle. Hein. Là, Bilbo ne menace pas le dragon, bien sûr, mais il souligne que d'autres prédateurs l'ont trouvé plus qu'il ne pouvait en gérer, en fait. Tout simplement, en fait, Bilbo est en train de bien dire, limite, méfie-toi de l'eau qui dort, quoi. On a le terme exact, attendez, je vais vous prendre le terme exact, ici. Hop, 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 hop. Il dit... Je suis le donneur de réponse. Et en fait, là, à quoi ça fait référence? Ça peut faire référence à... On pourrait imaginer que ça fait référence à plusieurs choses. Il pourrait s'agir en fait d'une allusion à la découverte par Bilbo du message des lettres lunaires. En fait, si vous voulez... Et c'est là que c'est particulier, c'est qu'en français, il dit « Je suis le donneur de réponse », alors qu'en anglais, la traduction c'est « Je suis chercheur d'indices ». Et là, c'est... Là... Donc gardez bien en tête qu'en anglais, c'est chercheur d'indices, hein, ici. Là, on pourrait imaginer que Bilbo... Dans la tête de Tolkien, le mot indice en anglais, à ce moment-là, ça désignait une pelote de ficelle, si vous voulez. C'est légèrement différent, exactement. Tolkien, c'est un... on est bien d'accord, hein, c'est un sacré philologue. Il doit savoir que le mot veut dire pelote de ficelle aussi. Et tout ça fait un parallèle intéressant avec Thésée, célèbre pour avoir trouvé la sortie du labyrinthe de Crète, en y glissant justement un indice fait de fil, si vous voulez. Et l'utilisation du mot indice, la pelote quoi, dans l'histoire de Thésée a donné son sens moderne. C'est quelque chose que l'on suit pour se sortir d'un problème ou d'une situation complexe, si vous voulez. Et... on pourrait imaginer que Bilbo fait référence ici à l'acceptation plutôt ancienne, de faire référence à la pelote de fil d'araignée qu'il utilisait pour se réparer dans la forêt noire. Parce que rappelez-vous, ça, Tolkien l'a changé. Je l'ai expliqué dans le chapitre de la forêt noire, que Tolkien avait d'abord voulu mettre en avant l'ingéniosité de Bilbo, avec un fil pour se repérer. Finalement, il a enlevé ça pour mettre en avant le côté chanceux. Bilbo a de la chance de se rappeler que c'est... Enfin, va dire ça doit être par là, je sens que ça doit être par là, et c'est exactement par là qu'il devait aller. Donc c'était encore pour appuyer le facteur chance. Sauf que dans la première version que Tolkien avait écrite de ce chapitre, Bilbo utilisait un fil d'araignée pour retrouver son chemin. Comme quoi, hein, tous les chemins... mènent aux anciennes versions. Hein. Pour ça que c'est super intéressant, vous voyez. Donc en fait, Tolkien, il a réécrit le chapitre de la forêt, a supprimé la pelote de fil de l'histoire, mais finalement, le nom de Bilbo, là, le chercheur d'indices, finalement le chercheur de pelote de fil, en anglais, remonte en fait à cette première version. Qui est très en lien et qui s'accorde en fait avec le coupe-toile, là, celui qui coupe les toiles d'araignée, et cette mouche qui darde. Tolkien a sans doute gardé cette version-là parce que chercheur d'indices, ça peut totalement être fonctionnel. On le sait, quand je vous dis chercheur d'indices ou finalement là, le donneur de réponses, vous avez dans votre tête plein de choses qui vous montent à la tête, sans aucun problème. Et ça, c'est un truc que la traduction française ne peut pas rendre. Elle ne peut pas rendre ça. Et c'est pour ça que le chercheur d'indices, indice en anglais, là,
peut toujours être pris dans son sens moderne. C'est pour ça que Tolkien l'a laissé. Et c'est... Yeah. Bilbo aussi dit que il est le numéro porte-chance, là. Il fait bien sûr référence au fait qu'il est le 14e. Parce que, évidemment, bah, vous savez, 13, c'est pas un chiffre joyeux dans les croyances populaires. C'est ça qui est assez fou, quoi. Et Smaug le comprend direct. En fait, si vous voulez, dans le contexte des références à la forêt noire, Bilbo, il semble sous-entendre que, contrairement au fait que Smaug va lui dire oui, les numéros à porte-bonheur ne sont pas toujours gagnants, bah en fait, dans ce cas-ci, c'est clairement un numéro gagnant, notamment pour les nains. Donc en fait, les 4 noms ici que Bilbo donne soulignent ses exploits et son importance dans sa quête. Dans la quête. Après avoir vécu un grand voyage de pouvoirs mystérieux dès le premier nom, là, il se présente désormais comme un héros ingénieux sans lequel ses compagnons n'auraient jamais survécu. Et Bilbo n'exagère pas en vrai, on le sait, nous, que c'est parfaitement vrai. Mais c'est un peu... c'est un peu grandiose, quoi. Dans les autres noms qu'il donne, il donne aussi « Je suis celui qui noie mes amis et qui les sort vivants de l'eau ». En fait, cette comparaison, elle est un petit peu déroutante parce qu'il y a les tonneaux, l'ensevelissement, la noyade, une sorte de résurrection donnée à ses actions. Ça devient limite miraculeux, en fait. Bilbo, il n'a pas juste sauvé ses amis, c'est comme s'il les avait ramenés d'entre les morts. Et une fois de plus, il laisse entendre à Smaug qu'il est un personnage magique au pouvoir inconnu. Il est surpuissant, sans parler de son comportement qui est plutôt, dans ce cas-ci, imprévisible. Et il le dit, et ça je vais reprendre exactement la tournure, je devrais laisser un truc... il dit aussi, je viens d'un cul-de-sac, mais aucun sac n'est passé sur ma tête. Là, il fait allusion au moment où tous les nains sont capturés et où lui-même, il va s'échapper. C'est-à-dire l'incident des trolls où les nains furent pris dans des sacs. Lui n'est pas dans un sac. Voilà. Et là, on voit le joli, le joli jeu de mots, le cul-de-sac avec les sacs sur la tête. Voilà. C'est assez mignon, en fait, ça. Mais à ce moment précis, alors qu'il se construit à travers des énigmes, il est en train de se construire, là, une identité... Voilà, un peu de mégalo, on est d'accord, audacieuse, puissante, voire importante, limite magique. Et Bilbo, c'est comme si là, même s'il fait une allusion à cul-de-sac, prend ses distances inconsciemment avec le monde de Hobbit. Et ce moment où il échange toutes ses répliques avec Smaug, on est au summum du côté Took de Bilbo. Dans tout l'ouvrage. Dans la série de noms qu'il donne aussi, il dit « Je suis l'ami des ours, l'invité des aigles, je suis donc le gagnant de l'anneau, le porteur de chance, je suis l'enfourcheur de tonneaux. » En fait, à ce stade, Bilbo déborde de confiance et d'assurance. Hein. Porteur de chance peut-être, gagnant de l'anneau, bon, voilà... Voilà. Son dernier nom, c'est une erreur fatale. On le sait, hein, ça, il va le regretter amèrement plus tard. Le mot tonneau, c'est ça qui va donner la destruction de la ville.
Et ce n'est évidemment pas un hasard si son erreur survient alors qu'il commence à être satisfait de ses énigmes. Alors qu'il s'apprête à partir, il se sent à nouveau plutôt satisfait de l'intelligence de sa conversation avec Smaug, plutôt confiant dans l'identité qu'il s'est construite d'aventurier chanceux et héroïque, capable de plaisanter avec les dragons et même de les narguer, comme il le fait dans son dernier coup. Et avant même de regretter sa référence au tonneau, il est tiré de sa nouvelle attitude arrogante par une sorte de dose de terreur et de doute, en fait. En fait, lorsqu'il s'élance dans le tunnel, Bilbo va être pris dans une grande douleur et une grande peur. Le feu du dragon va lui brûler la tête et les talons. En fait, ça va le secouer et le ramener à la raison instantanément. En fait, Bilbo ne joue plus avec l'audace. Et là, il va avoir sa perspective terre à terre qui va reprendre ses droits. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. En fait, cette sorte de l'autoglorification de la part de Bilbo, ça va trop loin. Et ça outrepasse le bon sens. En fait, ses commentaires avant et après sa conversation avec Smaug, ça nous éclaire sur la relation entre le monde des Touks et le monde des Besac, quoi. Le monde de l'aventure, le monde des contrées sauvages, avec le monde des Besac ou Sakié, qui est un monde plutôt banal. En fait, s'adressant joyeusement aux nains avant de s'engager dans le tunnel pour la deuxième fois, Bilbo va commenter et va dire « Chaque vers a son point faible ». Comme le disait mon père, même si je suis sûre que ce n'était pas par expérience personnelle. En fait, là, il faut parler du père de Bilbo qui s'appelle Bungo Besac. Lui, c'était un pilier de la monotonie et de la prévisibilité. Et il aurait eu des conseils sur les dragons qui puissent être pertinents pour Bilbo dans cette situation. Mais le père de Bilbo, enfin, il n'aurait jamais entrepris d'aventure, on le sait. Et Bilbo le dit, ça ne repose pas sur l'expérience de mon père. Mais en fait, Bungo a sans doute entendu des histoires et même sa vie ultra mondaine a peut-être été teintée de sagesse tirée de contes et de légendes encore en mémoire de hobbits. Et puis, on se le rappelle, hein, mais Bilbo, il adorait les histoires de Gandalf lorsqu'il les entendait dans sa jeunesse. Et il semble avoir eu des notions, notamment sur les trolls, les loups, et même sur la chute de Gondolin. Et en vrai, Bungo a totalement raison. Smaug, malgré son insistance sur le caractère désuet des informations de Bilbo sur les dessous des dragons, parce qu'à un moment, Bilbo va commencer à dire oui, les dragons sont plutôt genre doudou au niveau du ventre, et Smaug il lui dit pas du tout. Mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est des informations en fait où Bilbo va se rendre compte que Smaug a bel et bien un point faible. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir hein, l'endroit où on peut l'abattre. Parmi tous les joyaux, tout l'or qui est coincé dans les écailles. En fait, même le Besac le plus protégé peut s'enrichir de la sagesse tirée de vieilles histoires. Et immédiatement après avoir échappé de justesse au feu du dragon, hein, parce qu'il a les cheveux cramés, Bilbo, il va se réprimander. Il va dire « Ne ris jamais de dragon vivant, Bilbo, espèce d'idiot ». Le narrateur va nous dire que cette expression deviendra avec le temps un de ses dictons favoris. Ça deviendra un proverbe. Et Bilbo, il a peut-être brièvement abandonné son bon sens et sa perspective bien fondée, là, tout de suite, mais au moins, il a tiré une leçon de cette expérience. Et on assiste, en fait, à la naissance d'un nouveau proverbe sur les dragons, dont les futures générations des hobbits hériteront. Donc on passe de chaque vers à sa faiblesse de Bungo Saké, Besac, à ne jamais rire
d'un dragon vivant. Oh là, c'est Bilbo qui aura mis ce nouveau proverbe. En fait, les expériences vécues par Bilbo au cours de son voyage feront plus que le changer et le façonner personnellement, l'aidant à apprécier davantage sa vie paisible à son retour. En fait, son histoire va aussi influencer d'autres personnes, leur offrant une part de sagesse que Bilbo lui-même a acquis au fil de ses expériences mémorables, même si elles sont douloureuses. Ne vends pas l'écaille du dragon avant de l'avoir tué. J'aime beaucoup ça. En fait, lorsque Bilbo se trouve dans le repère de Smaug à poser des énigmes là et à se laisser un peu gonfler, le cool, il peut se consoler en se disant qu'il n'est que le deuxième personnage le plus vaniteux et prétentieux de la pièce. Parce que oui, Smaug, il est extrêmement fier et il a une opinion de lui-même, mais stratosphérique. Lorsque Bilbo le flatte d'abord, prétendant vouloir voir s'il était vraiment aussi grand que le racontent les légendes, Smaug ne le croit pas et pourtant, il est quand même un peu flatté. Et lorsque Bilbo vante cette sorte de couverture de diamants fins, alors Smaug il est complètement ravi. En fait, son esprit est empli d'idées de sa propre grandeur, mais il se trompe. Croyant qu'il n'avait fait que se renverser avec l'âge, en fait, il ne se rend pas bien compte qu'il lui manque... il lui manque ce petit truc sur le ventre, cette petite écaille là. Il ne soupçonne pas en fait que c'est notamment pour ça que Bilbo lui demande de voir son ventre. Il lui dit pour des raisons qui lui sont propres. En fait, dans sa propre arrogance et son assurance, Bilbo semble avoir reflété l'un des défauts du dragon arrogant lui-même. En fait, inciter ses ennemis à penser et à agir comme lui semble jouer un rôle important dans l'influence de Smaug sur les humains. En fait, la vision d'un dragon, c'est, si vous voulez, c'est un peu contagieux. Bilbo, par exemple, n'est généralement pas enclin aux pensées obsessionnelles concernant l'or. Et pourtant, rappelez-vous, au début, quand il rentre pour la première fois dans le tunnel, il dit qu'il n'a absolument aucune utilité des trésors gardés par le dragon. Et pourtant, quand il va voir le trésor, il va changer. Ça va changer. Ça change la donne. Bilbo avait déjà entendu parler et chanter des trésors des dragons, mais la splendeur et cette convoitise, en fait, la gloire d'un tel trésor ne lui était jamais encore parvenue. Même Bilbo, en fait, alors qu'il est tourmenté par sa bouilloire et son fauteuil, c'est comme s'il se sentait transpercé par un enchantement. Il a une brève fascination, en fait, il va se ressaisir, mais il y a cette magie, cet enchantement d'or inestimable, si puissant que même le dragon, qui, vivant et respirant, ne fait pas fuir, quoi. Le vol de la coupe, de la part de Bilbo, en réalité, est commis sous l'influence vraiment de ce mal. Il s'en empare parce qu'il est attiré, presque contre son gré, vers ce trésor, en fait. Et face à la montagne d'or draconique, Bilbo se prend, lui aussi, à des pensées draconiques. Et donc, en fait, ce désir de dragon pour le trésor lorsqu'il le voit, en fait, il limite inconsciemment la vanité de Smaug dans leur conversation. Il existe un autre caractère du dragon que Smaug lui-même tente activement de transmettre à Bilbo. C'est aussi la suspicion et la méfiance envers autrui. On se rappelle, dans le chapitre précédent, on a bien vu que Bilbo était toujours séparé des nains. Toujours la sorte de petite pièce rapportée. On a le discours très pompeux là, de Thorin sur le seuil de la porte là, de la montagne, annonçant à Bilbo qu'il était temps d'accomplir son service pour lequel il avait été intégré à la compagnie. Et là, ça souligne encore une fois le fossé qui les sépare. Le narrateur va le confirmer en disant qu'il l'avait amené pour faire un sale boulot. Et ils n'ont pas hésité à laisser le pauvre petit hobbit s'en charger s'il le voulait, quoi. Et malgré l'amitié que Bilbo et les nains ont développée au cours du voyage, Bilbo reste un employé.
Et Smaug, ça, c'est comme il allait se nourrir de cette situation et en tirer profit. Il va conseiller à Bilbo de ne pas fréquenter les nains plus que nécessaire. Affirmant qu'il a une grande expertise en matière de caractère nain, en fait, il va essayer de semer la sorte de division et la méfiance. Il va d'ailleurs poser une question plutôt anodine à Bilbo, pour savoir s'il a obtenu un prix équitable pour la coupe qu'il a ramenée hier soir. Et là, ça montre la ruse de Smaug. La réponse importait moins que le fait que Smaug ait semé la zizanie dans l'esprit de Bilbo, en fait. Il voulait faire ça. Plus Smaug parvient à faire en sorte que Bilbo considère les nains comme ses employeurs, et des employeurs qui le laissent assumer tous les risques pour une maigre récompense, plus le fossé va se creuser entre eux. Et de là à nourrir le soupçon qu'il pourrait non seulement le tromper, mais aussi peut-être l'assassiner une fois la mission accomplie. Et bonsoir Shalza et Bodyflow. Smaug, il a un cœur méchant et rusé. Il vit seul, fait confiance à personne, il garde jalousement des trésors qu'il ne pourra jamais utiliser, ne ruminant que leur possession. Il a sa force et sa majesté. En fait, cette vision des choses est ce que le narrateur ici appellera plus tard la maladie du dragon, et elle est hautement contagieuse. Là, on est au chapitre 12, Shadza. Le pauvre Bilbo, lui, lutte pour ne pas succomber à cette influence du dragon. Son affirmation selon laquelle l'or seul ne nous a pas amenés ici, c'est une déclaration de solidarité. Il va dire en plus une autre phrase: l'or n'était pour nous qu'une considération secondaire. En fait, dans les deux aspects, il essaye de rester fidèle à ses amis, tout en minimisant l'importance du trésor. Et malgré toutes les déclarations courageuses, en fait, les paroles de Smaug arrivent à envenimer les choses. Même lorsque les nains tentent de le rassurer plus tard, Bilbo se surprend à souhaiter être absolument certain que les nains sont maintenant parfaitement honnêtes. Smaug a effectivement une personnalité plutôt imposante, mais la maladie du dragon, une fois contractée, elle est difficile à vaincre. Lorsque Smaug tente d'inciter Bilbo à se méfier des nains, les propos qu'il va employer sont plausibles, clairement. Après tout, le narrateur, la plus haute éloge que le narrateur a pu faire pour les nains, ça a été qu'ils sont des gens plutôt bien, à condition de ne pas trop en attendre. Et en fait, Bilbo, si vous voulez, pensait déjà la même chose. Et lorsqu'il demande qui l'accompagnera dans le tunnel la première fois, il ne s'attendait pas à un cœur de volontaire et il va pas être déçu. En fait, Thorin et les compagnons, c'est pas vraiment des mauvais élèves. Mais en fait, ce sont pas des hérons, mais des gens calculateurs, dotés d'une grande idée de la valeur de l'argent. Et les insinuations de Smaug sont peut-être infondées, mais nous, on a des raisons de craindre que les nains soient vulnérables lorsqu'ils seront eux-mêmes exposés à la maladie du dragon. Merci Legolas, merci beaucoup et bienvenue. Donc cependant, avant même que la crise ne survienne, les nains continuent de faire piètre figure. Voilà, au chapitre 11, c'était pas ouf. Là, c'est nouveau pas ouf au chapitre 12. Quoi. Une fois de plus, l'un des principaux problèmes, c'est cette instabilité émotionnelle dont ils souffrent depuis qu'ils sont allés à Esgaroth, donc Lac-Ville ou Bourg-en-Lac. Lorsque Bilbo leur apporte la coupe d'or du trésor la première fois, les nains commencent à parler avec joie de la récupération de leur trésor. Et c'est comme s'ils célébraient comme si la quête était déjà accomplie. Et puis, quelques minutes plus tard, quand ils se rendent compte que Smaug s'est réveillé et qu'ils entendent des grondements dans la montagne, de la colère, etc., ils vont oublier leur joie, leur vantardise et se recroqueviller dans la peur, quoi. Les nains, ils oscillent d'un extrême à un autre sans réflexion rationnelle. Tantôt ils acclament comme si la victoire était acquise, et tantôt ils sont complètement paralysés par le désespoir.
En fait, il déplore que les nains abandonnés dans la vallée seront massacrés ainsi que tous nos poneys et tous nos biens perdus. Nous ne pouvons rien faire, disent-ils vraiment désespérés. En fait, cette réaction terrifiée et tremblante des nains face à la première attaque que Smaug va faire fait que le narrateur va nous dire ceci: il ne faut pas laisser un dragon vivant hors de vos calculs si vous vivez près de lui. Et bien qu'il parle de récupérer leur trésor et de rapporter leur malédiction à Smaug depuis le premier chapitre, hein, en fait, il semblerait que il n'ait jamais planifié de comment y parvenir. En fait, Bilbo, lui aussi, se sent enclin à souligner que se débarrasser de Smaug a toujours été le point faible de leur plan. Et Bilbo garde un silence plutôt discret, même si voilà, ça, enfin, la situation est horrible, tout simplement, quoi. C'est se rendre compte que tu es devant le danger, que tu as tout fait et que là, bah, le plus gros point, c'est comme si vous y aviez jamais songé. En fait, Tolkien ne nous autorise cependant pas à écarter les nains en les traitant de parfaits idiots. Hein. Là, on a l'impression que les nains, ils sont stupides et changeants, mais il y a quand même des petits moments positifs qui suggèrent que l'on peut encore s'attendre à des bonnes choses de leur part. Déjà, on a l'affection que Balin porte à Bilbo. Il accompagne Bilbo sur une partie du tunnel, et plus encore, on a son enthousiasme charmant lorsqu'il le voit revenir sain et sauf. Et là, il va en fait relever et porter triomphalement hors du tunnel Bilbo. Et ça rappelle en fait que les nains, ça peut être de véritables amis en fait, et que l'attachement peut être réciproque. On a un deuxième exemple où c'est un moment, si vous voulez, de leadership de la part de Thorin. Bien qu'il ait été le capitaine et le roi des autres nains depuis le début, on ne peut pas vraiment dire qu'on l'ait vu agir avec décision, courage, abnégation dans les temps de crise. Hein. Alors que ça, Bilbo et Gandalf, on les a vus. Hein. Cependant, au milieu de la paralysie des nains face à l'approche furieuse de Smaug, il y a Thorin qui va, là, genre, saisir l'occasion. Et il va prendre le commandement des nains et va les pousser à l'action pour sauver leurs camarades et eux-mêmes. Mais il va aussi ordonner à Bilbo, Fili, Kili et Balin de pénétrer dans le tunnel en disant ceci: le dragon ne nous aura pas tous. Donc en fait, Thorin, là, il est capable d'agir avec détermination et même, là, dans ce cas-ci, faire passer les autres avant lui-même. Les nains ont la capacité de changer, de mûrir et de dépasser, si vous voulez, ce côté comique qu'ils ont eu pendant la majeure partie du livre. Ici, au chapitre 12, on entrevoit les premières lueurs d'un changement, même si la métamorphose, elle est bien loin. Mais là, le plus dur reste à faire. On a le dragon à affronter. Et même si les nains parvenaient à se débarrasser de Smaug, ils devraient encore trouver la force de résister à l'envie de devenir eux-mêmes des dragons. Merci Hémoglobine et Check Your People, bonjour. Bilbo peut s'emporter dans sa conversation avec Smaug. On le sait, hein, mais il y a un moment où il va dire quelque chose, il va dire qu'il porte chance. Et les nains ne peuvent s'empêcher de remarquer que toute cette histoire de chiffres porte-bonheur là a plutôt bien fonctionné. Et même Thorin va dire à Bilbo qu'il est doté d'une chance bien supérieure à la normale. Même Bilbo, il parle de chance aussi qu'il a accompagné tout au long de son voyage, comme si c'était un attribut de son caractère. Et Bilbo ne perd cependant pas de vue la situation dans son ensemble. Il reconnaît que la chance qu'ils ont connue au cours de ce voyage, c'est incroyable, hein, c'est un phénomène extérieur sur lequel il n'avait aucun contrôle. Il souligne par exemple que leur acquisition du trésor dépend évidemment entièrement d'un nouveau coup de chance et de l'élimination de Smaug. Et Bilbo, il semble soupçonner qu'il se trame quelque chose de plus grave et que ses propres actions n'en sont qu'une infime partie.
Et Bilbo, il va même plus loin vers la fin de son discours avec Smaug, en adoptant un registre un peu, on pourrait dire, prophétique, alors qu'il tente de défendre la dignité et l'intégrité de la mission qu'il a conduit les nains et lui à la montagne contre les accusations un peu humiliantes de Smaug pour voilà, vol insignifiant. Bilbo va dire « Nous sommes venus par-dessus et sous les collines, là, par les vents, les vagues, pour nous venger. » Et en fait, dans ces déclarations, Bilbo réutilise un peu, si vous voulez, les mots énigmatiques qu'il utilisait pour se décrire. Et on pourrait croire qu'il utilise à nouveau ça pour se gonfler d'orgueil. Lui et ses compagnons, bien évidemment, donnant à leur arrivée une sorte d'allure magique. Et là, rappelez-vous, on a encore une allusion justement au vent, quand il dit qu'on a, voilà, nous sommes venus par les vagues et le vent. Ça rappelle aussi le chant du vent des nains, celui qui a été chanté au chapitre 7, avec ce vent qui les poussait jusqu'à Erebor. En fait, comme Bilbo le réalisait lui-même, lui et les nains ont bel et bien été portés par le destin sur le chemin étonnamment improbable qu'ils ont connu depuis la colline, jusqu'à la montagne. En fait, il est impossible qu'ils aient trouvé ce chemin par hasard. Et Smaug, il va rire aux paroles de Bilbo, avec un rire plus que terrifiant. Mais malgré toutes les fanfaronnades, le vent du destin, c'est toujours bien là retourné contre lui, comme le préviennent peut-être inconsciemment les mots de Bilbo. Oh, ça va, j'ai la langue qui fourche, c'est pas trop grave. On arrive doucement vers la fin, ne vous en faites pas. Ça va. Donc il est peu probable que nous nous moquions avec le dragon de la déclaration menaçante de Bilbo là. Les événements de la fin du chapitre 11, l'accomplissement de la prophétie avec les lettres lunaires, on ne doit plus douter de l'implication du destin dans cette quête, de la chance du destin, de ce schéma bien plus long, grand qui nous dépasse. En fait, Bilbo se souvient indirectement de la scène sur le pas de la porte au point culminant de sa rencontre avec le dragon. Et lorsque Bilbo voit la tache nue sur la poitrine de Smaug, il se dit « Tiens, il y a une grande tache au creux là, on dirait un escargot sorti de sa coquille. » La comparaison en fait de Smaug avec un escargot sorti de sa coquille, ça a été sans doute suggéré à Bilbo par la grive qui toquait sur la montagne avec sa petite coquille d'escargot tout simplement contre la pierre grise, et qui était le symbole, enfin le signal d'ouverture de la porte en fait. La grive qui deviendra la messagère justement de la victoire sur le dragon, on va voir ça après, entend également parler de la vulnérabilité de Smaug. Qui est-elle un escargot? En fait, la vieille grive de la race magique, elle est liée à la mort du dragon, du début à la fin. En fait, la grive, elle va symboliser l'harmonie d'autrefois, lorsque les nains et les hommes vivaient en paix et que même les oiseaux sages étaient nobles et dociles aux mains du père et du grand-père de Thorin. Les grives, en fait, elles étaient autrefois envoyées comme messagères entre Dale, donc le Val, et Lagueville ou Buranlac ou Esgaroth. Et là, en fait, la grive, quand elle va annoncer la faiblesse du dragon, elle va remplir son rôle ancestral et elle va permettre de ramener la paix dans un temps troublé. Dans ce contexte ici de l'histoire, la grive, comme elle arrive, nous voyons que la référence au coup de la grive qui ouvre un trou dans la carapace... En fait, c'est vraiment la... En fait, ça ouvre un trou dans la carapace de l'escargot que le bec va venir percer, et c'est vraiment... En fait, c'est un symbole de la chute de Smaug, du début à la fin. En fait, les lettres lunaires contiennent non seulement la prédiction de la façon dont le repère du dragon sera pénétré, mais aussi une sorte de début, de préfiguration là, de la destruction de Smaug. Prononcer des prophéties funestes, ça peut sembler inhabituel, mais une lecture attentive, ici, comme on le fait, permet de voir que Bilbo
a eu beaucoup de prophéties ces derniers temps. Rappelons que la matinée du jour de Durin commence par le sentiment mystérieux que Bilbo... rappelez-vous, je vous ai dit, il semblait qu'il attendait quelque chose. Il le sentait, sans savoir exactement quoi. Le soir, après la conversation avec Smaug, Bilbo se sent perturbé et prévient les nains. Il dit « Je sens au plus profond de moi que cet endroit sera à nouveau attaqué. » Et il admet ce qu'il ressent n'est que de la peur, une peur tout à fait prudente. Et il le confesse, j'ai peur de ce dragon au plus profond de moi. Et il le sent et il va dire sans équivoque, Smaug va sortir d'un instant à l'autre et notre seul espoir est de guérir dans le tunnel et de fermer la porte. En fait, les nains vont quasiment être remués par la clairvoyance de Bilbo car quelque chose dans sa voix va leur inspirer un sentiment de malaise. En fait, contre toute attente, les nains ils vont s'enfermer dans le tunnel juste assez tôt pour sauver leur peau. Parce que justement, cette prédiction de Bilbo est exacte et le timing est précis. En fait, si vous voulez, Bilbo, c'est comme s'il avait pressenti ce moment au moment de sa conversation avec Smaug. Quand il dit qu'il est celui... Attendez, je vais relire exactement le passage pour que vous l'ayez exactement. Parce que c'est toujours ce passage-là. Quand il dit... Voilà. Il leur dit... Je suis celui qui fait ressurgir... Qui les fait ressurgir vivants. En fait... On pourrait penser, vu que c'est là les faire ressurgir vivants de l'eau, on pourrait penser que c'est juste enterrer, enfin voilà, c'est mettre ses amis dans les tonneaux, voilà, les noyer pour qu'ils reviennent en vie. Là, c'est exactement la même chose, quoi. Oui, plus que deux follow. C'est Nora. C'est fou ça. Donc en fait. Là, on pourrait voir les tonneaux et si vous voulez, le tunnel comme encore des trucs liés à la mort de la part de Bilbo. En fait, à la fin du chapitre, on constate que Bilbo a bel et bien, si vous voulez, encore une fois, enterré ses amis et lui-même vivant d'une manière beaucoup plus réelle et approfondie, là. Ils sont enterrés dans la montagne sur l'insistance de Bilbo et piégés comme ils le sont dans un tunnel dont la seule issue est l'antre du dragon. Et la montagne semble être leur tombeau. Donc là, on est vraiment sur un truc où je suis celui qui noie ses amis, qui les fait ressurgir vivants des eaux. Là, ben, ça pourrait être remplacé par je suis celui qui enterre mes amis et qui les fait ressortir vivants du tombeau. C'est vraiment ça. En fait, lorsque la porte se referme derrière Thorin et que l'entrée du tunnel est brisée par le dragon, le voyage vers la montagne solitaire, c'est terminé. Les nains sont ici sur la montagne depuis des jours, bien sûr. Mais ils n'avaient pas osé rentrer, en fait. Ils ont préféré envoyer Bilbo en reconnaissance. Et là, la prévoyance de Bilbo, l'attaque furtive de Smaug, ça fait que là, les nains sont contraints à franchir la dernière étape de leur voyage. Angoissés, terrifiés, recroquevillés, dans l'obscurité et redoutant surtout une mort subite, Thorin vient de retrouver son antique demeure. Officiellement, le roi sous la montagne est de retour. Voilà, c'est fini. Chapitre 13, vendredi. Voilà. C'est terminé. Quelle analyse, encore une fois. Pfiou. Merci, merci, merci à vous de m'écouter. Merci, merci à vous, c'est trop gentil. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai le cerveau qui est en feu. Mais c'est bon, c'est fait. Merci beaucoup.